De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 2 février 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Tout à l'heure avec Victor Jakimovic, ça sera le déballage des coups de cœur high-tech de Victor avec notamment un nouveau casque Sennheiser qui enregistre le son en 360 degrés en binaural. Alors vous vous dites qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez impressionnant, notamment associé à la réalité virtuelle. On en parle tout à l'heure avec Victor, il y aura d'autres petites surprises aussi. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mêle via le hashtag DQJMM sur Twitter et puis nous rejoindre sur la page Facebook. N'hésitez pas, bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Le club de la presse IT pour commencer, Éric Le Bourleau à ma gauche. Bonjour Éric. Bonjour. Rédacteur en chef, vous le savez, de 01net.com et pas très loin de lui, juste en face, c'est Emmanuel Torregano qu'on a le plaisir d'accueillir cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Qui est le fondateur, pas cofondateur, ou alors il se le cofonde avec lui-même, d'ElectronLibre.info, excellent site d'actualité où on parle de médias, de nouvelles technologies. N'hésitez pas. Alors il faut s'abonner pour avoir. C'est ça. Exactement. Et voilà, c'est pour ça qu'il est très riche, Emmanuel. Mais si vous voulez tester, allez-y, electronlibre.info. On va parler aujourd'hui de Nintendo dans un instant, parce que tous les indicateurs sont au vert et on a pas mal de petites infos à vous raconter concernant Nintendo. Mais pour débuter, un peu d'écho et un peu d'Apple, parce que Apple a communiqué ses derniers résultats financiers il y a quelques heures à peine. On va les commenter, puis surtout, on va voir que Apple est en train de préparer bien sûr l'avenir avec de nouveaux iPhones. Eric, factuellement, c'est plutôt bon. Apple explose les compteurs encore une fois. Oui, on peut dire que c'est plutôt pas mal, ouais. Enfin, c'est-à-dire que une entreprise qui est capable d'avoir un chiffre d'affaires de plus de 88 milliards de dollars en 3 mois. C'est des résultats historiques, records, une fois de plus. On a l'impression qu'ils les collectionnent. À chaque fois, c'est la même. Quasiment tous les trimestres, ils arrivent à faire un communiqué de presse très beau où ils disent qu'ils explosent les records. Et là, effectivement, c'est un trimestre record. C'est un peu étonnant, pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y avait des papiers dans la presse économique depuis quelques jours qui disaient « Ah oui, est-ce que l'iPhone 10 est si bien vendu que ça ? Ils sont en train de baisser la production, etc. etc. » Mais comme on va le voir, effectivement, non, Apple a effectivement publié des résultats records, même si Emmanuel va je pense nous le préciser, il y a une petite baisse de vente d'iPhone, mais qui peut s'expliquer de 1% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Mais en tout cas, oui, c'est des chiffres impressionnants, une fois de plus. Juste pour avoir juste un élément de comparaison, si on compare les 88 milliards de résultats d'Apple en un trimestre, de chiffre d'affaires, pardon, si on compare à ceux de Google, par exemple, qui est aussi une énorme entreprise, qui vient également de publier ses résultats, Google, c'est un peu plus de 30 milliards. On peut se rendre compte du ratio entre un... C'est même pire que ça. entre un monstre comme Apple et un autre monstre comme Google. Mais voilà, juste pour vous donner un élément de comparaison. Donc les chiffres sont au vert. Et Emmanuel a passé toute la nuit pour décortiquer tous ces chiffres. Ça se voit pas d'ailleurs. C'est vrai. T'as pas trop les yeux gonflés. C'est gentil. Bravo. C'est gentil. Quelle est ton analyse concernant ces chiffres d'Apple qui sont un peu particuliers malgré tout? Oui, tout à fait. Alors, il faut prendre une donnée en compte tout de suite, c'est que il s'agit donc de résultats trimestriels, donc c'est 3 mois. Sauf que à cause du calendrier, c'est les 3 derniers mois de l'année 2017. Donc c'est les mois de la fête. C'est en fait le premier exercice fiscal de l'année d'Apple qui commence donc avec le meilleur, puisque c'est celui des fêtes, c'est celui où vous offrez des iPhones à tout le monde. Et oui, bien sûr. À votre maman, à votre papa. Des palettes entières. Des palettes entières de cadeaux sous les arbres de Noël, des iPhones, des Apple Watch, enfin tout ça. Bref, donc, sauf qu'il y a une particularité sur celui-ci qui est liée au calendrier. Il ne s'étale donc ce trimestre que sur 13 semaines et non pas 14 comme l'année dernière. Donc il faut recalculer un petit peu tout ça pour savoir quelle est exactement la performance d'Apple sur ce trimestre. Il y a une semaine en moins de ventes. Il y a une semaine en moins de ventes. Donc si vous faites un 13e ou un 14e, parce que quand même les semaines ne sont pas toutes égales, on vend plus le 25 décembre ou le 20 décembre, on va dire, que le 13 novembre, pour dire les choses clairement. Si vous faites donc un 14e, que vous ajoutez tout ça pour avoir une idée de ce que ça aurait pu donner sur 14 semaines, on était alors là, cette fois-ci, sur un record absolu pour Apple en vente d'iPhone.
ont dépassé, là ils ont annoncé 77, on aurait été autour de 82 millions d'iPhone vendus quand même, 82 millions d'iPhone, vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est absolument, ce sont des chiffres qui deviennent, c'est ahurissant. quand on voit le prix de ces machines-là, quand même, il y a de l'argent. Et on était autour, donc, non pas de 88 milliards, pardon, cette fois-ci je me perds en millions, milliards, tout ça. Bientôt on sera à plus encore, à 88 milliards. Pourtant c'est pas loin du chiffre d'affaires d'électrons libres, c'est ça que je comprends pas. Je sais, il s'approche dangereusement, j'ai appelé Tim pour lui dire d'ailleurs, je l'ai félicité, enfin bon, comme d'habitude. Et donc il serait autour de 91 milliards, 92 milliards, donc là, cette fois-ci vraiment le record absolu pour Apple, et certainement le record absolu de loin, et qui sera peut-être pas battu, bon, si on recalculait tout ça. Mais enfin, bon, tout ça n'est pas le cas. En réalité, les chiffres donc sont un tout petit peu en dessous, mais le trend, comme ça, l'activité était quand même très très importante. Et oui, et donc là-dessus, il faut bien le dire, c'est l'iPhone X qui a porté Apple. Tim Cook l'a dit, c'est leur meilleure vente. Il a été numéro 1 à chaque semaine de vente chez Apple. Et puis c'est la grosse nouveauté surtout. C'est la grosse nouveauté. C'est l'iPhone de rupture. Voilà, c'est celui qui doit normalement annoncer la suite de ce que sera, et on va le voir après avec Eric, de ce que sera normalement la gamme chez Apple. Et il y a un autre point très important, l'iPhone X, on sait que ça s'est très bien vendu, non pas parce qu'on croit Tim Cook quand il nous le dit, même s'il n'a pas vraiment trop intérêt à mentir, on le sait parce que le panier moyen d'achat sur l'iPhone a explosé. C'est-à-dire ce panier moyen qui était autour de normalement $700, un peu plus, $720, là, sur ce trimestre-là, est à 796. C'est presque $800. C'est-à-dire que tous ceux qui disaient que l'iPhone X était trop cher, et en effet il est cher, vous mettez 1100 € dans un iPhone, c'est quand même beaucoup d'argent. 1159. 1159 à peu près, voilà. Donc ça reste en effet énormément d'argent, sauf que les gens ont suivi. Oui. Alors moi, ma thèse là-dessus, c'est qu'on est sur un iPhone des fêtes. C'est-à-dire qu'en effet, on est sur une machine qui se vend très très bien pendant les fêtes, qui a là rempli finalement le cœur de tous les early adopters et de tous les fans de la marque. Et il y en a énormément. Je rappelle qu'il y a 1,3 milliard de bidules, on va les appeler comme ça, de e-bidules, de quelque chose sur lequel il y a iOS qui fonctionne dans le monde. 1,3 milliard sur un marché total de smartphones dans le monde qui est autour de 4 milliards de devices, un petit peu plus, presque 5 milliards. C'est pratiquement 30%. 30% de l'ensemble des smartphones vendus dans le monde sont faits par une seule entreprise qui est dirigée par 5 types et qui vend les smartphones les plus chers au monde. Et qui les vend les plus chers au monde et qui tous les ans se prend les analyses qui te rappellent que écoutez Apple, ça suffit. Maintenant, il faut vendre dans le marché sur la gamme moyen, voire pas cher, parce que là, vous êtes en train d'aller dans le mur. Vous savez combien sont payés ces analystes? Beaucoup moins cher que Tim Cook. C'est clair. Avec une marge de 22%, je crois. Il y a ce chiffre qui est sorti. Je crois, la marge d'Apple. Pour ce c'est 20 dernier milliards trimestre. de bénéfices sur 88 milliards de chiffre d'affaires. Donc oui, ça fait à peu près ça. Ça fait 25%. Voilà, c'est dingue. C'est incroyable. Ça fait 25%. C'est plus que Microsoft, c'est plus que Google, c'est plus que des gens qui ne font pas du hardware. Ce qui est absolument incompréhensible dans le monde des macroéconomiques actuels. Une boîte qui fait du hardware devrait faire moins de marge parce que c'est compliqué le hardware. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Mais Apple est, on va dire, en dehors du normal depuis toutes ces années. C'est ma conclusion. En fait, il n'y a pas de GAFA. Les GAFA n'existent pas. Il y a Apple qui est très au-dessus de tout le monde, très au-dessus. Et puis les autres. Et puis il y en a quelques autres qui ont du mal. En fait, Google a abandonné Android. Il faut dire les choses aujourd'hui comme c'est. Ils n'investissent plus dans Android, c'est fini pour eux. Ils veulent faire. Ça t'exagère un peu quand même. Oui, toujours. Google, c'est plus Android, c'est fini. Ils veulent faire de l'IA, mais ils n'ont pas de business model sur l'IA. Ils ne savent pas comment ils vont rentabiliser ce genre de choses. Non, mais Android, c'est une réalité comptable. Ils ont arrêté d'investir dedans. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit de regarder les ramène sorties. Énormément de data à Google. Google, c'est qui ne sert à rien d'ailleurs parce que le coût au clic continue à baisser. Comme quoi, la data, ça sert pas à grand chose. Ouais, alors effectivement pour leur plan futur, notamment pour l'IA, c'est aujourd'hui grâce à toutes ces données que vous faites comment du business gentiment sur. Eric, quel est le business model sur l'IA? Google se porte. Alors comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas le même chiffre d'affaires qu'Apple. Eux, ils ont fait 30 milliards quand Apple fait 88, c'est ça? Ça se passe plutôt bien aussi pour Google, Alphabet. En fait, oui, mais on se rend compte du gouffre malgré tout, enfin de la différence qu'il y a entre Apple et Google. Oui, c'est vrai. Il y a 10 ans, les chiffres d'affaires étaient comparables. Ouais. Et Microsoft, on a une idée ou pas? On sait combien ils font? Je les ai notés, autour de 30. Autour de 30. C'est même un peu moins, je crois. Ouais. Mais voilà.
Autour de 30 aussi, mais bon, à Microsoft, c'est autre chose. C'est du Carrefour Promodes aujourd'hui. Ça fonctionne, c'est un Titanic. Vous voyez, ça va doucement vers son iceberg. Carrefour, il y en a un qui est en train de foutre la pagaille quand même. Oui, c'est vrai. Microsoft, c'est de plus en plus une entreprise B2B qui marche grâce à Azure, grâce au cloud, etc. Oui, bien sûr. C'est ça qui aujourd'hui drive les résultats de Microsoft. Il y a l'abonnement aussi, puisque aujourd'hui, il y a de plus en plus d'offres d'abonnement. Sachez que sur le chiffre d'affaires de Google, n'oubliez pas de retrancher la part des éditeurs. En fait, le chiffre d'affaires de Google, ce n'est pas 33 milliards, c'est 33 milliards moins la part qu'ils reversent aux éditeurs, qui est relativement importante malgré tout. Donc en réalité, puisque c'est une régie, leur chiffre d'affaires net, ce qui rentre vraiment dans leur caisse, est bien inférieur à ce qui est montré. Ce n'est pas du tout le cas d'Apple qui prend 88 pour lui. Et oui, c'est ça. C'est très très différent. Alors, après, la question qu'on peut se poser, c'est ça. C'est l'iPhone 10 qui est sorti donc il y a quelques semaines de cela. Tous les indicateurs sont au vert. Malgré tout, il y a des rumeurs de ton chinois préféré. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Ming Chiu Kuo. Ouais, chaque fois je confonds, j'ai envie de dire Ming Chiu Kuo parce que c'était mon bonbon quand j'étais petit. Je pense qu'il est japonais. Il est japonais, pardon. Ouais. Ming Chiu Kuo, et qui arrive toujours à avoir des informations en exclusivité concernant Apple. Il se trompe rarement, ce monsieur-là. Disons qu'il va voir les fournisseurs d'Apple. C'est comme ça qu'il se Il a un renseigne. super bon réseau malgré tout. Ouais, et effectivement, il a annoncé à plusieurs reprises que l'iPhone 10 n'allait pas forcément déjà tenir la distance. Mais comme le dit Emmanuel, et ça je pense que c'est très vrai, c'est aussi un iPhone anniversaire et un iPhone de fête. Donc il est possible qu'effectivement ce soit un iPhone dont la vie en fait cesse assez vite. Donc effectivement Apple a baissé apparemment, d'après il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs, le Wall Street Journal a fait un papier récemment à ce sujet, aurait baissé la production déjà de l'iPhone 10 pour préparer effectivement ce qui va se passer ensuite. Ce qui est à peu près normal parce que bon, voilà, les fêtes sont passées, donc Apple doit regarder, ok, on en a pas mal dans les stocks, les amis. On ralentit un peu la cadence. Il n'y a pas d'iPhone dans les stocks. Faut savoir que une ligne de production Apple, c'est une ligne tendue. C'est la ligne la plus tendue de la distribution dans le monde entier. Je crois que les stocks avaient été une fois mesurés. On est à 6 heures, je crois. C'est un truc totalement hallucinant. Ah ouais, en fait, ils fabriquent presque l'iPhone à la demande, quoi. Ils fabriquent quasiment à la demande. En fait, c'est pas vraiment qu'ils fabriquent à la demande, c'est qu'ils n'arrivent pas à rejoindre la demande. Et ça a toujours été le problème d'Apple depuis très longtemps, parce qu'en fait, ils ajoutent régulièrement, tous les 3 ans à peu près, des technologies disruptives, comme on dit, dans leurs iPhones. Donc ça a été un jour Siri, ça a été un jour l'écran Retina, ça a été un jour le Touch ID, c'est aujourd'hui Face ID et l'OLED, Face ID et l'OLED et tous ces trucs-là. Donc ils arrivent avec une technologie de rupture qu'ils achètent à 100% auprès de leurs prestataires en leur disant « je veux tout ». Donc évidemment, ils négocient au plus bas. Mais en même temps, ils mettent les prestataires. On l'a vu, si vous aviez lu vous avez lu certainement le livre sur la biographie de Steve Jobs, quand ils expliquent que la société qui devait concevoir le fameux verre de l'iPhone, Corning. Voilà, ils étaient incapables de produire ça. Et le PDG de la société s'est fait bouillir le cerveau par Steve Jobs pendant des jours et des jours pour y arriver. Et le type n'y a pas cru. Il a dit bah oui, on a réussi à le faire. Apple, c'est ça. Et ça, c'est ça sur le monde entier avec les prestataires. Enfin, ça, c'était à l'époque de Steve Jobs. C'était à l'époque de Steve Jobs. Hein. Tim Cook est celui qui a mis en place le réseau de distribution d'Apple. Donc, il sait très bien faire monter ça. Et Tim Cook est un faux froid. C'est un faux sympa, faux sympa, c'est difficile à dire. Mais c'est quelqu'un de très très dur également comme Jobs, sinon il serait pas là. Bien sûr, clairement. Donc il tient les prestataires, c'est son rôle, c'est sa vie, il a toujours fait ça. C'est pas un type de l'innovation particulièrement, c'est pas lui d'ailleurs qui est derrière les grandes innovations ou les grands choix. C'est beaucoup plus collectif que ça ne l'a été à l'époque de Steve Jobs. Bon bref, je finis ma parenthèse sur ce truc-là. Donc quand Apple fait des systèmes en rupture, des fonctionnalités en rupture, évidemment leur problème c'est de réussir à joindre la demande parce que le marketing est très fort, parce que la base installée est très importante, donc vous avez un problème pour joindre bon bref, donc il n'y a pas de stock. En revanche, ce qui est vrai certainement, comme on disait avec Eric, c'est que cet iPhone est un iPhone anniversaire de fête. Et donc logiquement, comme tous les ans, à partir de janvier-février, Apple va voir ses prestataires et leur disent bon bah voilà, c'est moins 20, moins 30. Ce qui est la logique. Si vous regardez les estimations sur le prochain trimestre données par le directeur financier d'Apple, il propose à peu près ça, moins 20, moins 30 à peu près. Mais comme chaque année. Comme chaque année. Là, la chose l'événement médiatique de ces derniers jours, voilà, c'est que Nikkei donc a annoncé que non, c'était moins 50. Alors, on n'a jamais vu ça. Moins 50, tout le monde a titré, c'est la fin de l'iPhone X, vous vous rappelez, les grands papiers. On n'a pas de
confirmation de cette information. Il est très possible qu'en effet l'iPhone X soit quand même un iPhone cher et donc un iPhone qui a du mal à se vendre en janvier, février, mars. Mal étant toujours entre guillemets dans ce genre de choses, on parle de 20 à 25 millions d'unités. Ça reste énorme. Ouais. Et puis c'est l'iPhone aussi des 10 ans, l'iPhone 10. Peut-être qu'il il faut voir aussi que la gamme va être renouvelée. Il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'il ne sera pas renouvelé l'année prochaine en fait et qu'il y aura d'autres iPhones. Peut-être que là du coup il y a des gens qui vont se précipiter pour l'acheter parce ce sera un iPhone assez unique. Mais effectivement, si on peut se demander si il sera conservé l'année prochaine dans la gamme Apple, puisqu'il y a d'autres iPhones effectivement. On prévoit l'arrivée de 3 nouveaux iPhones cette année, dont un modèle quand même, ce qui est peut-être sans doute celui qui va se vendre par paquet en fin d'année prochaine, dont un modèle qui sera pas OLED, qui sera beaucoup moins cher. Tout est relatif avec Apple, hein, c'est ça. Non mais on sera loin des 1300 dollars, des 1300 euros que peut atteindre l'iPhone 10. Mais qui aurait quand même Face ID, le capteur TrueDepth, qui aurait un écran bord à bord, mais qui serait effectivement avec une dalle classique IPS et non OLED. Donc voilà, c'est les premières rumeurs sur la gamme Apple de cette année. Finalement, peut-être que cet iPhone avec cet écran OLED est un iPhone collector qui sera pas. Enfin, peut-être que l'OLED ne sera pas généralisé sur tous les modèles des prochains iPhones, ce qui serait peut-être logique parce qu'on sait que l'OLED est une technologie assez compliqué, cher, et peut-être que Samsung et les autres fournisseurs, parce qu'on sait qu'Apple va faire appel à d'autres fournisseurs, je crois qu'LG est d'ailleurs sur le coup pour les prochains LG est déjà un peu sur l'iPhone X. Après, moi je les vois mal se passer complètement sur le haut de gamme d'un écran OLED. Je pense que vu la concurrence qu'ils ont quand même aujourd'hui. Et puis les autres y arrivent, pourquoi Apple n'y arriverait pas? Mais effectivement. Huawei a de l'OLED, Samsung a de l'OLED, bon alors ils en fabriquent. C'est tout le problème. Tout le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, Apple, sur l'iPhone X, a vendu quelque chose comme 40 millions d'unités à peu près ce trimestre-là, quelque chose comme ça. C'est de loin l'écran OLED le plus vendu aujourd'hui sur ce format-là. Donc le problème est un problème juste de production. Comme tu disais, l'OLED, c'est une technologie qui est formidable à utiliser, mais qui reste un vrai problème à produire. Ça n'est pas encore extrêmement facile de produire un taux de réussite sur les écrans OLED qui soit suffisant pour, encore une fois, alimenter la machine Apple. Adresser cette énorme demande. Alors, faut dire les choses. Qu'est-ce que ça veut dire que Apple arrêterait l'iPhone X en septembre? Parce que c'est le moment où on envoie les... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, que le form factor, c'est-à-dire ce grand écran avec la petite encoche en haut pour loger la caméra et tous ces trucs-là, n'est évidemment pas abandonné. On ne va pas revenir à un form factor d'iPhone 7 ou d'iPhone 8. Ça n'est pas le cas. Mais ça sera du LCD. Le grand écran sera toujours là. Mais il y aura certainement plus de LCD dans cette nouvelle gamme-là, puisqu'ils vont abandonner finalement les 2 bandes en haut et en bas de l'iPhone. Ça, ce form factor-là va disparaître. On est sur un form factor d'iPhone 10. Voilà. Et pour l'avenir aussi. Mais on aura certainement, en effet, des écrans LCD, peut-être un écran OLED, voire même certainement, mais moi, j'ai l'impression que l'écran OLED n'a pas totalement satisfait Apple. Pour dire les choses clairement. Je pense qu'ils ont beaucoup renaclé à utiliser cette technologie. Ils auraient pu le faire bien plus tôt. Elle est au point depuis bien plus longtemps. Mais moi, je trouve que... ils ont un problème avec cette techno qui leur gêne sur la chrométrie. Ils ont des problèmes avec cette technologie. Mais Emmanuel, je vais te dire un truc. Moi, alors on est utilisateurs d'iPhone tous les deux. Et franchement, moi, depuis que j'ai l'iPhone 10, évidemment, l'iPhone 10, c'est un très bel écran. Mais les iPhones, d'une manière générale, ont de très beaux écrans. Et il est compliqué de voir la différence entre un écran d'iPhone 10 et un écran d'iPhone 7, 8, 6. Sauf sur la facture. 7, 8, voilà. Sauf sur la facture. Et en effet, donc Apple peut-être se pose la même question que nous, on peut se poser finalement. Les détails, c'est epsilon. À quoi ça sert de s'embêter avec une techno qu'on maîtrise moins que le LCD? Et surtout, approche le micro LED. Oui. C'est-à-dire que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'Apple a énormément investi dans cette technologie qui est beaucoup plus fiable, mais alors encore aujourd'hui, pas au niveau industriel sur les smartphones, qui serait en effet de remplacer l'OLED, qui est donc une espèce de LCD organique, pour dire les choses clairement, donc qui réagit à l'électricité, donc qui s'éteint quand il n'y a pas d'électricité, d'où la capacité à créer un contraste de noir quasi infini. Voilà. Et ben le micro-LED, ça serait la même chose, parce que ça serait des LED sur derrière chacun des pixels. Alors ça pose le problème de la taille du pixel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'au CES, il y a eu des démonstrations d'écran OLED de 3 mètres, micro-LED pardon, de 3 mètres, Samsung, oui. parce qu'on peut faire la taille d'un pixel qui est bien sur un écran de 3 mètres. Ouais. Bon, l'écran de 3 mètres, ça passe pas dans la poche. Ouais, c'est compliqué, sauf s'il se plie, mais pour le déplier, après je vous dis pas. Mais en tout cas, c'est l'avenir certainement. Voilà concernant Apple, donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout va bien chez Apple. Peut-être une baisse de régime concernant l'iPhone 10, mais qui est tout à fait probable et logique finalement, et donc
la rumeur de ces nouveaux iPhones qui arriveraient à la rentrée, dont un modèle plus entrée de gamme, plus accessible de 6,1 pouces, ouais, effectivement. Voilà, avec un pas écran OLED. géant LCD et non pas OLED. À vérifier dans les semaines et les mois qui viennent, bien sûr. On enchaîne avec Nintendo. Tout va bien pour Apple, mais pour Nintendo aussi. C'est la même chose, puisque Nintendo a annoncé avoir des ventes assez hallucinantes de sa console Switch, qui atteint presque les 15 millions d'unités. C'est donc en même pas un an beaucoup mieux que ce qu'a fait la Wii U, sa précédente console, dans ses 5 ans de carrière. Hein. Bon, après, on exagère un peu parce que la Wii U a été un fail incroyable pour Nintendo, ça a été un échec total. C'est-à-dire que Nintendo a vendu autant de Switch que de Wii U. En 5 ans. Elle a dépassé en fait les ventes de la Wii U. En un an simplement. En un an. Et elle fait mieux d'ailleurs dans sa première année que ses concurrentes, beaucoup plus puissantes d'ailleurs, que sont la PS4 et la Xbox One. Donc il y a effectivement, la Switch est un véritable succès. C'est vrai qu'un succès un peu inespéré, qui est aussi dû aussi à l'excellent line-up de jeux qu'a pu montrer Nintendo dans cette première année. Et ça va continuer. Donc effectivement, c'est un énorme succès. La sauce a complètement pris. Et puis en plus, voilà, et sans faire, on va dire, l'impasse sur l'âme de Nintendo, parce que l'âme de Nintendo est toujours là, les jeux sont toujours d'excellente qualité, ils sont toujours merveilleux, c'est des jeux merveilleux finalement, hein, Nintendo. Exactement, ils ont réussi, mais alors il y a plusieurs raisons à ça. Il y a effectivement le concept déjà, on en parlait juste avant l'émission, mais moi typiquement j'utilise beaucoup la console en mode portable. Emmanuel apparemment l'utilise plutôt en mode télé. Il y a vraiment plein de gens qui l'utilisent de façon différente. Il y a les jeux, avec un Zelda qui est sans doute un des meilleurs jeux de la décennie, on peut le dire, hein, qui est sorti avec la console, un Mario qui est cool, et puis un line-up qui continue à envoyer un peu du rêve. On a parlé ici de Nintendo Labo, qui est juste un truc hallucinant et qui va arriver bientôt. Et puis effectivement il y a aussi le prix, c'est pas donné, mais ce n'est pas non plus une console très très chère, et qui est nomade, qui tourne sous une puce moderne, hein, voilà. Donc effectivement c'est même si c'est pas la puissance d'une Xbox ou d'une PS4, bravo Nintendo, quoi. Bon, alors ça c'est les premiers chiffres, on s'en réjouit. Emmanuel, il y a quelque chose à dire sur ces chiffres de Nintendo ou pas ? Alors, ce qui est formidable avec Nintendo, c'est qu'ils peuvent faire toutes les conneries qu'ils veulent. Il y a un moment, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Ça, c'est sûr. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a fait, sur ces 15 dernières années, à la fois autant de succès que d'échecs lamentables. Il y a eu la Wii U, qui a été donc un échec, mais il y a eu la Wii juste avant, qui a été qui a très bien marché, succès, même très bien marché, qui a me réussi à souviens, vous vendre les des gens balances. s'arrachaient la On se console. rappelle. Les gens ont c'est, acheté quand même une balance à connecter à une console de jeu. Voilà, on est dans l'ordre du fantasmagorique. Donc Nintendo, c'est à la fois des erreurs monumentales comme la Wii U qui sort sans le line-up. Ouais. Voilà. Alors Et là, puis personne ne comprend. Personne ne comprenait si c'était une nouvelle console, si c'était une évolution de la c'était Wii. une évolution. L'écran déporté sur la Ouais, manette mal était un peu bizarre, compliqué. cette espèce de faux iPad avec des manettes avec un mauvais écran capacitif, enfin une horreur. Et surtout pas de jeu. Parce pas capacitif l'écran. Il Il était pas tactile d'ailleurs. Il était résistif. Il était résistif. Irrésistif, Ah bon pardon. Mais Oui. ouais, Résistif, mais Ah oui, non, le team. Ah ouais. mais effectivement, il y avait quand même, il y a quand même des très bons jeux sur la Wii U, hein, ceci dit. Mais qui sont arrivés un Mais petit peu surtout, le après. problème qu'ils ont eu avec la Wii U, c'est qu'ils n'ont pas eu le support des éditeurs tiers. C'est-à-dire que quand la console se vend pas, les EA, les Ubisoft, etc. Ouais, ont dit bye bye, salut Nintendo. Ouais. Donc ils ont abandonné le navire. Et là, avec la Switch, qui est très différent, c'est qu'ils ont non seulement le support de pas mal d'éditeurs tiers, dont Ubisoft, qui a fait d'ailleurs un excellent jeu sur la Switch qui s'appelle Mario et les lapins crétins, et c'est un tactical qui est absolument génial. Mais ils ont aussi aujourd'hui tout un support d'éditeurs indépendants. Et ça, c'est aussi une des grosses forces de la Switch dont je n'ai pas parlé. C'est qu'il y a énormément de petits jeux que l'on trouve habituellement sur PC, qui coûtent pas très cher, 5, 10 euros, 15 euros, mais qui sont une mine d'or pour cette console, parce que c'est la console idéale pour faire du jeu indépendant. Donc ça aussi, c'est sans doute un des succès de la Switch. Mais effectivement, il y avait le problème de la Wii U, ça a été clairement le fait que tout le monde a abandonné le navire très vite. Et puis c'était une console compliquée à appréhender en fait. Il y avait en effet un problème de gameplay dessus, enfin de conception qui n'était pas totalement abouti. Donc c'était une vraie erreur. Ils sortent derrière la Switch et les gens, enfin moi je me rappelle les analystes qui étaient assez sceptiques sur le succès de la Switch, qui a surpris tout le monde. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu Zelda.
parce que le Zelda est arrivé en même temps, que le Zelda était très beau, très réussi, et que la base de fans Nintendo, elle veut un Zelda. Elle veut un Zelda par console, c'est aussi simple. Elle veut un Zelda, elle veut un Mario, elle veut un Mario Kart. Et moi, je trouve ça très bien que Ubisoft et compagnie suivent sur la Switch, mais si vous regardez les chiffres de vente, ils ne seront toujours que subsidiaires dans cette histoire-là. C'est pour ça que quand il y a une plateforme Nintendo qui se vend un peu moins, ils abandonnent. C'est pas un problème, c'est pas un gros chiffre d'affaires. Donc sur celle-ci, ils sont obligés d'accompagner parce que tout d'un coup, les chiffres de vente sont relativement impressionnants. Et c'est important quand même pour eux, si tu veux. Si t'as pas un FIFA, par exemple, typiquement, qui a été sorti qui est une des plus grosses ventes de jeux vidéo chaque année, si une console n'a pas son FIFA, même s'il n'est pas tout à fait aussi bien, paraît-il, que sur la PS4 ou sur la Xbox One, si tu n'as pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller au-delà du cheptel, enfin du portefeuille fort du bien sûr. Ouais. Et puis ça apporte FIFA en mobilité surtout. C'est ça. Voilà, non mais c'est effectivement le meilleur jeu de foot sans doute jamais sorti sur une console portable. Il faut quand même reconnaître une chose qui est assez étonnante aujourd'hui, dont on n'avait pas la vérification ces 20 dernières années, mais les boîtes qui sont en train de gagner, c'est les boîtes qui ont refusé d'être open. Ce qui est quand même un peu étrange quand même. Open, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire que Nintendo, c'est un intégrateur hard-soft qui fait ses propres franchises, ses propres jeux, sa propre console. Alors là, vous savez, donc il y a eu Mario qui a été annoncé pour iPhone. On va en parler. Voilà. Apple, c'est pareil. On leur a reproché pendant 40 ans d'être des gens qui vivaient à côté du monde normal, qui était censé être le monde PC Windows et aujourd'hui le monde Android. Et ben c'est eux qui gagnent. Nintendo gagne avec la Wii. Ils gagnent aujourd'hui avec la Switch. Les incursions d'intégration, notamment chez Microsoft, là, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est un autre débat. On en parlera la semaine prochaine, les amis. Tu lis dans mes pensées. Eric, les nouveautés, parce que mine de rien, au-delà de ces résultats qui sont excellents, il y a pas mal de news, et notamment le fameux Switch Online qui est très attendu et qui arrive bientôt. Oui, alors ça c'est vrai qu'il arrive en deuxième partie d'année, il n'arrive pas tout de suite, mais effectivement le mode de jeu, on va dire la plateforme en ligne de la Switch va arriver. Ce sera d'ailleurs payant comme les autres maintenant. Il faut payer pour profiter de tout ça. Donc ça arrive effectivement en deuxième partie d'année pour la Switch. En attendant, il y aura aussi de très bons jeux qui vont arriver assez vite. Il y aura aussi notamment, celui que personnellement j'attends, c'est Mario Tennis, c'est le retour de Mario Tennis. Et ça, je pense que ça peut être très très cool, notamment avec des potes qui ont aussi la Switch. Ça arrive quand ça, Mario Tennis ? Je n'ai pas la date exacte, je peux pas te la dire là, mais fin d'année, non, je sais pas, je crois qu'il arrive plus tôt. Je suis désolé, je l'ai pas. Roland Garros peut-être. Ouais, ce sera pas vrai. Nintendo vise Roland Garros. Ce sera pas aussi crédible qu'une partie Roland Garros. Ouais, c'est vrai qu'il y a des effets spéciaux un peu bizarres. Oui, c'est pas la même chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils ont pas, parce qu'on parlait effectivement de Nintendo a fait un énorme changement l'année dernière. C'est qu'ils ont commencé à diffuser des jeux en dehors de leur plateforme à eux, justement, parce qu'on parlait d'ouverture. Ce qui était pour eux juste un truc qui avaient fait un improbable. peu sur certaines franchises, mais qui ont été dramatiques. Vous vous rappelez tous du Zelda sur Philips. Oui, non, celui-là. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oui, je vous conseille d'aller voir le joueur du grenier, le fameux. Il y avait un Mario aussi extraordinaire. Et c'est vrai, t'as raison. Qui était catastrophique. Donc Nintendo a dit hop, non, moi je garde tout pour moi, arrêtons tout ça. Sauf qu'effectivement, là, ils sont mis au smartphone parce qu'ils se sont dit, bon voilà, est-ce qu'il est possible de. Et puis je pense que le succès phénoménal de Pokémon Go a dû quand même leur mettre la puce à l'oreille, non ? Oui, c'est vrai. Pokémon Go est un grand succès. Même s'il y a eu d'autres jeux qui ont été Super Mario Run n'est pas le succès escompté parce que je pense que le jeu était cher, mais il a quand même été téléchargé des dizaines de millions de fois. Et là, quand même, ils vont sortir bientôt. Là, je crois que c'est l'année prochaine. Il faudra attendre un petit peu. Oui, c'est 2019. Ils vont sortir quand même peut-être ce qui est leur licence phare, c'est-à-dire Mario Kart, qui va sortir sur smartphone. Et là, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un énorme carton. Moi, j'ai quand même une petite question, une petite interrogation, une petite crainte, c'est l'ergonomie. Comment on va jouer à Mario Kart sur un smartphone où il n'y a pas de manette et de boutons. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est quand même assez effrayant. À mon avis, de la même manière, le Mario Kart de la Switch, de la Wii, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais se contrôlait avec le gyroscope principalement. On pouvait jouer avec les manettes classiques, mais en fait, on jouait avec un petit volant et on jouait comme ça en tournant le volant. Et moi, j'aimais pas trop. Je préférais les manettes. Je suis d'accord avec toi. C'est pas l'idéal, mais je pense que ce sera de la même manière
sur smartphone, c'est-à-dire qu'ils vont profiter des capteurs du smartphone pour notamment tourner le volant, pourquoi pas. Après, je compte sur eux pour être imaginatif quant aux commandes, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème toujours d'ergonomie sur des jeux aussi complexes. Mario Kart réclame quand même pas mal de dextérité sur un smartphone, mais en tout cas, l'arrivée de Mario Kart sur smartphone, c'est impressionnant. C'est du lourd. Bon, on verra si Nintendo n'est pas trop gourmand. Parce que voilà, ce qui a fait le semi-échec de Super Mario, c'est qu'il était très cher en fait. Il est très cher, il faudra voir quel est le modèle économique, est-ce qu'ils vont choisir Et puis qu'il ne soit pas décevant. Le problème aujourd'hui, à part le Pokémon Go, c'est que les jeux des grandes franchises Nintendo sur smartphone sont quand même un petit peu décevants. Oh, Super Mario était réussi quand même, il était très simple. Alors c'est très simple. Alors moi c'est vrai que trouvé ça un peu décevant. Moi j'ai trouvé ça un peu alors décevant. Il y a des gens sympa, très bien, je suis très content de jouer à un Mario sur mon iPhone, mais quand même c'est un peu décevant. En fait, moi j'ai surtout été déçu par le fait qu'il y ait peu de contenu. C'est-à-dire qu'en fait tu payes 10 € un jeu et au final tu peux le finir. Allez, si tu es assez fort en 1h30, tu as fini le jeu. Après c'est une histoire d'addiction. Je connais par exemple un certain Jean-Sébastien Zanqui qui est pas loin, qui a joué à ce jeu des heures et des heures pour avoir toutes les étoiles et avoir on va dire le timing parfait sur chaque niveau. Donc après c'est une histoire d'être accroché ou pas. Bien sûr, mais là ça reste quand même un Mario Kart un peu au rabais. Et alors là vous êtes sympa parce que Super Mario, pas Mario Kart. Super Mario, pardon. Mais là vous êtes sympa, vous parlez pas d'Animal Crossing. Animal Crossing Camping. C'est juste chiant. Animal Crossing, faut aimer le concept déjà. C'est un peu plus enfantin. Moi, j'aimais bien le concept d'Animal Crossing de ce jeu qui se passe sur une année où il y a les saisons. Non mais je suis d'accord. Et c'est rigolo. C'est vrai que là, le camping, moi aussi, je me suis un petit peu ennuyé dans ce jeu-là. Par contre, je me dis, alors effectivement, oui, j'y ai joué, j'ai testé. C'est vrai que je l'ai complètement zappé. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ma cam. Après, donc ils ont quand même un problème de qualité de leur franchise. Il faudrait qu'ils fassent attention. Moi, j'ai peur sur le Mario Kart. J'ai vraiment peur sur le Mario Kart. Oui, c'est possible que ce soit en tout cas ce sera pas, c'est sûr, celui qu'on voit à l'écran là qui est juste une tuerie. Mais graphiquement ils peuvent le faire. Ouais, mais en revanche, on va voir. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas quel sera le modèle économique. Est-ce qu'ils vont faire payer des personnages ? Est-ce qu'ils vont faire payer le jeu ? Ce qui m'étonnerait quand même. Bien surtout, il faut comme qu'ils aient un Super bon Mario jeu Run. en réseau surtout. Et évidemment, il y a les time attacks sur un circuit contre tous vos amis via un Facebook, via une connexion Facebook. Ça va être une tuerie. C'est typiquement ce qu'on peut imaginer sur un jeu sur smartphone Mario Kart. Il ne faudra pas communiquer les résultats d'ailleurs via Facebook parce qu'il y en a qui vont se faire humilier. Je pense. On en a tous envie, on attend. Voilà. Messieurs, merci beaucoup Emmanuel. J'en prie. Emmanuel Torregano, donc d'électronlibre.info, et merci aussi à Eric Le Bourlou. On se retrouve la semaine prochaine et on va parler, les amis, de Microsoft. Puisque Eric, tu as eu la chance de rencontrer Panos Panay, qui n'est pas n'importe qui chez Microsoft, c'est le monsieur Device. Oui, c'est le patron du hardware chez Microsoft. Autant vous dire qu'il a quand même 2-3 trucs à faire. C'est quelqu'un d'assez étonnant. Voilà, et tu vas nous raconter tout ça la semaine prochaine. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle, c'est avec Victor. À tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.